Merci. Mesdames, Messieurs les modérateurs, chers collègues, je remercie vivement la FMCHGE de m'avoir fait confiance pour vous traiter ce sujet des infections bactériennes au cours de la cirrhose. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Les infections bactériennes sont une complication tardive au cours de la cirrhose. Elles surviennent chez les patients qui ont une maladie évoluée, le plus souvent décompensée. À ce stade, elles sont fréquentes et elles ont une signification pronostique très péjorative, car non seulement elles sont un marqueur de gravité de la maladie, mais elles contribuent également à dégrader une situation très précaire. Leur prévention est donc un enjeu majeur, d'autant que la progression de l'antibiorésistance pose des problèmes complexes et de plus en plus complexes, ce qui a conduit l'EASL à proposer de nouvelles stratégies antibiotiques. Si les infections bactériennes sont des complications tardives, c'est parce qu'il faut du temps pour que soient réunies les conditions de leur survenue. En effet, la translocation bactérienne intestinale et les altérations limitées ne prennent toute leur ampleur qu'avec la progression de l'insuffisance hépatocellulaire et de l'hypertension portale. Par ailleurs, ces infections sont souvent des complications des autres complications de la cirrhose, en premier lieu l'acide et l'hémorragie digestive. Enfin, la prise en charge de toutes ces complications nécessite des gestes invasifs et des hospitalisations prolongées qui sont à l'origine d'infections nosocomiales. Ces infections sont donc très fréquentes. Leur prévalence dans la littérature chez les patients cirrhotiques hospitalisés pour complications de leur maladie se situe entre 25 et 35%. Il s'agit d'infections liquides d'acide, d'infections urinaires, de pneumonie, de bactériémie spontanée et d'infections des tissus mous principalement. Classiquement, les infections du patient cirrhotique sont à bacilles gram négatifs. En fait, la part relative des cocci-grammes positifs a fortement augmenté au cours des dernières décennies en rapport avec la multiplication des gestes invasifs. Les BGN restent largement prédominants dans les infections communautaires. En revanche, les cocci-grammes plus sont maintenant majoritaires dans les infections nosocomiales. À l'exception des colitas, Clostridium difficile, les infections à anaérobie sont rares. Ces infections peuvent être d'évolution rapidement sévère chez les patients cirrhotiques. Cela s'explique par un état circulatoire souvent précaire du fait de la vasodilatation artérielle splanchnique et d'altération de la contractilité cardiaque. À cela s'ajoute une réponse excessive à l'infection avec la production d'une grande quantité de molécules et de cytokines pro-inflammatoires. Tout ceci conduit, beaucoup plus rapidement que chez un autre patient, à une détérioration circulatoire et à des défaillances d'organes qui caractérisent ce que l'on appelle aujourd'hui l'acute and chronic liver failure, l'ACLF, dont Richard Moreau va vous parler tout à l'heure. Une large revue de la littérature a montré que la survenue d'infections bactériennes multiplie par 4 la mortalité des patients cirrhotiques. Et les résultats de l'étude RESIST vont dans le même sens. On distingue habituellement 2 stades, compensés et décompensés à la cirrhose. En 2010, Arvaniti et D'Amico ont voulu affiner cette classification en proposant 5 stades de sévérité pronostique croissante. Ça reste assez théorique, mais ça a l'intérêt de bien situer la place du sepsis dans l'histoire de la cirrhose. Le point important à retenir est que la moitié des patients cirrhotiques qui ont survécu à un sepsis vont décéder dans l'année. De ce fait, si la question de la transplantation hépatique n'a pas encore été évoquée, la survenue d'un sepsis doit conduire à se la poser. La prévention de ces infections est donc un enjeu majeur et l'antibioprophylaxie en est un premier moyen. Cependant, étant donné le risque de sélection de bactéries résistantes, elle doit être restreinte aux situations à haut risque d'infection, c'est-à-dire à l'hémorragie digestive et à la prévention secondaire et primaire de l'infection du liquide d'acide. Je n'insiste pas plus, ces recommandations sont déjà anciennes. Une enquête de pratique réalisée en 2012 a montré qu'elles étaient largement suivies en France. À côté de l'antibioprophylaxie, d'autres mesures préventives sont importantes et ne doivent pas être négligées. Attention aux cathéters et aux sondes, il faut les surveiller et les retirer dès que possible. Attention à toutes les procédures diagnostiques et thérapeutiques invasives pour lesquelles les règles d'hygiène et d'asepsie doivent être particulièrement respectées. Le rôle favorisant
des IPP dans la survenue d'infection liquide d'acide est controversée. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Dans le doute, il convient de ne les prescrire que dans le cadre strict de leurs indications. Il a été suggéré qu'une carence en vitamine D pourrait favoriser la survenue d'infections bactériennes. Cela n'est pas établi, mais une carence profonde est délétère et il faut la traiter. La vaccination antipneumococcique est recommandée chez les patients cirrhotiques, de même que la vaccination antigrippale. Enfin, il faut informer le patient cirrhotique qu'il est à risque de développer des infections potentiellement graves et qu'il doit consulter sans tarder en cas de syndrome fébrile. Toutes ces mesures préventives sont importantes car la meilleure infection, c'est celle que l'on ne fait pas, pour ne pas s'exposer au risque de l'antibiorésistance. En effet, si les antibiotiques sont les médicaments qui ont permis de sauver le plus de vies humaines, leur utilisation massive a conduit à l'apparition de bactéries résistantes. C'est le côté obscur de la force. Le cas actuellement le plus préoccupant est celui des entérobactéries, précisément en cause dans la majorité des infections du patient cirrhotique, avec une augmentation croissante depuis 15 ans de l'incidence des souches productrices de bêta-lactamine à spectre étendu, les fameuses EBLSE, et pire encore, arrivent maintenant les entérobactéries productrices de carbapénémase, les EPC, qui sont encore rares en France, mais en progression, et dont l'incidence est déjà catastrophique dans certains pays proches, comme l'Italie et la Grèce, où près de 50% des Klebsiella pneumoniae sont résistantes au carbapénème. Alors, comment fait-on une infection à bactéries résistantes? Cela se passe habituellement en 2 temps, car il faut avoir été préalablement colonisé par cette bactérie résistante. Et 2 facteurs vont concourir à cette colonisation. Premier facteur, la prescription d'antibiotiques. Si vous recevez un antibiotique pour une infection, celui-ci va éliminer les bactéries pathogènes responsables de cette infection, mais cela au prix d'un effet secondaire constant qui est l'altération de vos microbiotes, digestifs, ORL, cutanés, etc. La bactérie va éliminer les bactéries sensibles de ces microbiotes, ne laissant survivre que les bactéries résistantes qui vont se multiplier et prendre la place de celles qui ont été éliminées. C'est ce que l'on appelle la pression de sélection. Tous les antibiotiques sélectionnent. Il n'y a pas d'antibiothérapie sans risque. Mais bien évidemment, cette pression de sélection est d'autant plus forte que l'antibiotique est à large spectre. Deuxième facteur, l'environnement bactérien. Dans votre environnement quotidien, par exemple le palais des congrès, il y a encore peu de bactéries résistantes. En revanche, elles sont particulièrement fréquentes dans les établissements de santé qui concentrent les malades porteurs de bactéries résistantes et où l'environnement peut être contaminé par leurs excréta. Être hospitalisé expose donc aux bactéries résistantes, c'est ce que l'on appelle la pression de colonisation. Bien évidemment, cette pression de colonisation est d'autant plus forte que les germes résistants sont nombreux dans l'environnement, que les vecteurs sont multiples et que les règles d'hygiène sont mal respectées. Maintenant, combinons ces 2 facteurs. C'est ce qui se passe lorsque vous prescrivez un traitement antibiotique à un patient hospitalisé. Alors là, le risque d'acquisition de bactéries résistantes est démultiplié, car bien évidemment, les pressions de sélection et de colonisation s'associent, mais en plus, la résistance à la colonisation s'effondre. En effet, tant que les microbiotes sont préservés, les bactéries résistantes de l'environnement ont du mal à s'insérer et elles sont éliminées. Mais sous l'effet du traitement antibiotique, le champ est libre. Elles peuvent s'implanter et se multiplier et cette colonisation par des bactéries résistantes va perdurer plusieurs semaines à plusieurs mois. Classiquement, on distingue 2 types d'infections, communautaires et nosocomiales. Eh bien, ce que nous venons de voir vous permet de comprendre que cette dichotomie est simpliste et inadaptée. Prenez un patient cirrhotique qui est hospitalisé pour une infection, 1 mois après une première hospitalisation pour une hémorragie digestive, pour laquelle il aura reçu une antibioprophylaxie par ceftriaxone. Ce patient a très probablement été colonisé et il a donc un risque augmenté d'infection à bactéries résistantes. Son infection ne peut donc pas être considérée comme communautaire. Il faut donc ajouter une 3e catégorie d'infection
pour les patients qui ont eu un contact récent avec le système de soins, qu'on appellera infection associée aux soins. Cette troisième catégorie d'infection est caractérisée par un risque d'infection à bactéries résistantes intermédiaire entre celui des infections communautaires et celui des infections nosocomiales. Partout sur la planète, l'antibiorésistance progresse, chez les sérotiques comme dans la population générale. En 2002, l'équipe de Javier Fernandez à Barcelone a publié une première étude sur les infections bactériennes chez les patients sérotiques. À l'époque, seulement 1% des infections à entérobactéries étaient résistantes aux céfotaxime. 10 ans plus tard, la même équipe s'est alarmée de l'émergence rapide d'infections ABMR. Ces infections ABMR étaient rares en cas d'infection communautaire, mais atteignaient 14% en cas d'infection associée aux soins et 35% en cas d'infection nosocomiale. Elles étaient plus sévères, avec plus de chocs septiques et une mortalité plus élevée. De nombreuses études sur tous les continents ont confirmé ces données, à savoir l'augmentation de l'incidence des infections ABMR chez les sérotiques, l'augmentation du taux d'échec de l'antibiothérapie basée sur les C3G et de la mortalité associée à ces infections, et l'association des infections ABMR à l'origine nosocomiale ou associée aux soins de l'infection et à l'administration récente d'antibiotiques. L'étude Résiste a cherché à préciser la situation française. Elle a été réalisée en 2016 dans 14 CHU et 28 CHG et a inclus plus de 1000 patients ayant été hospitalisés pour une complication de leur cirrhose. Ces principaux résultats sont les suivants. Une prévalence d'infections bactériennes de 36%, une prédominance des infections associées aux soins et nosocomiales qui représentaient 58% des infections, une sensibilité des germes au C3G qui diminue de 78% pour les infections communautaires, à 65% pour les infections associées aux soins et à 57% pour les infections nosocomiales. 14% des bactéries isolées étaient des BMR, de la même manière en CHG et en CHU, et principalement des EBLSE. Ces infections ABMR étaient beaucoup plus fréquentes en cas d'infection associée aux soins et nosocomiales, de l'ordre de 20%, contre 5% en cas d'infection communautaire. Enfin, lorsque le clinicien jugeait que l'antibiothérapie initiale était inefficace, la mortalité hospitalière était de 41% versus 12% si l'antibiothérapie était efficace. Il est donc crucial de prescrire d'emblée une antibiothérapie adaptée. Les C3G pour tous, c'est fini, l'émergence des infections ABMR a changé la donne et en 2014, un groupe d'experts de l'OASL a formulé de nouvelles recommandations d'antibiothérapie probabiliste. Ces recommandations sont complexes, je ne vais pas vous détailler ce tableau, je vous laisse le soin de l'étudier attentivement dans le postu. Pour faire simple, en ce qui concerne les infections communautaires, l'antibiothérapie probabiliste reste basée sur les C3G. En revanche, pour les infections nosocomiales et certaines infections associées aux soins, il est maintenant recommandé de recourir d'emblée à une antibiothérapie à large spectre. Les données de l'étude Résiste ont permis d'évaluer ces recommandations. Les C3G permettaient de couvrir 90% des infections en cas d'infection communautaire. En revanche, ce pourcentage chutait à 67% en cas d'infection associée aux soins et à 60% en cas d'infection nosocomiale. La pipéracilline tazobactam permettait d'élargir la couverture à 88% des germes isolés en cas d'infection associée aux soins et à 80% en cas d'infection nosocomiale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et demain? Eh bien, il faut regarder les choses en face, l'avenir est sombre. Les perspectives en termes de nouveaux antibiotiques sont plus que réduites et les situations d'impasse thérapeutique pourraient se multiplier. L'OMS en est encore récemment alarmée. Alors, en conclusion, que faire? Les infections bactériennes sont fréquentes chez les patients cirrhotiques. Elles peuvent être d'évolution rapide et leur mortalité est élevée dès lors que leur prise en charge est tardive et que l'antibiothérapie prescrite en première intention n'est pas adaptée. L'émergence des infections ABMR nous amène à changer de stratégie thérapeutique et à proposer d'emblée une antibiothérapie probabiliste à large spectre en cas d'infection nosocomiale ou associée aux soins. Ne pas le faire serait une perte de chance pour nos patients.
Pour autant, il est une autre forme de perte de chance pour le patient, moins visible, mais tout aussi réelle. Celle qui consisterait pour lui à être hospitalisé dans une unité où les germes résistants seraient multiples dans l'environnement, où les règles d'hygiène seraient mal respectées et où des antibiothérapies inutiles lui seraient prescrites. Tout cela augmenterait pour lui la probabilité d'être colonisé, puis de développer une infection à bactéries résistantes pour laquelle l'antibiothérapie pourrait être en échec. Et de cela aussi, nous devons être particulièrement soucieux. Il nous faut donc respecter scrupuleusement les règles de l'antibiothérapie. Elles sont détaillées dans le postu. En particulier, il faut bannir les antibiothérapies inutiles pour un pic fébrile, pour une infection virale, pour une banale bronchite, pour une colonisation urinaire. Toutes ces antibiotiques que l'on prescrit pour se couvrir et en fait qui laissent le malade en slip devant les infections, devant les bactéries résistantes. Il faut désescalader pour un antibiotique à spectre plus étroit dès lors que l'antibiogramme le permet. Il faut réduire la durée de l'antibiothérapie au strict nécessaire. La progression de l'antibiorésistance n'est pas une fatalité. Elle dépend de nos comportements. Je vous ai montré qu'elle variait selon les pays. Elle varie aussi selon les régions. Elle varie aussi selon les hôpitaux, certainement aussi selon les services et selon les médecins. Je nous invite donc à basculer du côté lumineux de la force et par un bon usage des antibiotiques, par un strict respect des règles d'hygiène, à éviter de pourrir le microbiote de nos patients par des BMR, ce qui, pour des hépato-gastro-entérologues, pourrait apparaître comme la moindre des choses. Je vous remercie de votre attention.